Bonjour à toutes et à tous, voici Une vie, une œuvre. Nous parlons aujourd'hui de l'écrivain et poète français Louis Aragon et donc bien évidemment aussi d'Elsa Triolet. Et nous en parlons aujourd'hui d'une manière un peu particulière en nous basant non seulement sur des travaux déjà existants, mais aussi sur des études en train de se faire. Josiane Savigno, qui rédige en ce moment une biographie de Louis Aragon à paraître chez Gallimard à la fin de l'année 2010, a bien voulu nous parler de son travail en cours, des difficultés que rencontre le biographe, de ses doutes et de ses angoisses quant à la complexité du personnage. Pour le reste, vous reconnaîtrez la manière de faire classique à Une vie, une œuvre, et Catherine Poimbert retracera bien entendu la biographie de l'écrivain, dans le même temps qu'elle nous donnera à entendre un certain nombre de ses textes. C'est une émission réalisée par Dominique Costa. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve au soir, désœuvrés, incertains. C'était le temps même de la dissolution de l'armée française. C'était à Lyon, en 1943. L'impossibilité du bonheur dans le malheur commun est un thème qui est exprimé par ce poème, mais qui se trouve d'une façon presque constante tout le long des choses que j'ai écrites. Bonjour, Catherine Poimbert. Josiane Savigno, bonjour. Bonjour, Sophie Bourrel. Et Andreas qui tient la perche. Moi qui tiens la perche. Vous dit bonjour quand même. Bonjour, oui. Voilà. Il a le droit quand même. Voilà, donc vous nous emmenez. Bon, d'accord, on vous suit. Une vie, une œuvre, Louis Aragon. Catherine Poimbert, Dominique Costa. C'est là que vous travaillez sur la biographie. C'est que j'ai fait dans la chambre d'amis une sorte de bureau Aragon. Ah, d'accord. Mais j'ai pas tout ici. Justement, par exemple, tous les cahiers que j'avais vraiment scrupuleusement remplis et qui sont difficiles maintenant parce que comme j'ai laissé le travail un peu trop en plan pendant un certain temps, c'est difficile de se réapproprier sa documentation. C'est très compliqué. Ouais, on a pris des tonnes de notes qui renvoient à des choses avec du rouge, du blanc, du vert. Hein. Et donc il y en a une partie qui est à la campagne. De même, par exemple, parce que vous me parliez de votre travail sur les œuvres poétiques complètes de la Pléiade, mais il y a les 7 volumes des œuvres poétiques complètes faites avec Jean Rista. C'est là. D'accord. Qui sont pas seulement la poésie, et ça c'est extrêmement intéressant du point de vue biographique. Alors on vous suit, voilà. Ça c'est nous. Je crois que si l'œuvre est si gigantesque, c'est parce qu'elle ne manque jamais de se détapisser. Il y a quelque chose de Pénélope dans le geste d'Aragon. Il défait la tapisserie pour montrer la trame du chant. Il démasque ce qu'il a d'abord masqué. Il déboulonne les statues qu'il a d'abord érigées. Et je crois que c'est dans cette capacité à n'être jamais là où on l'attend qu'il conduit à ce que le mythe d'Elsa soit beaucoup moins monolithique qu'on l'imagine. Je n'écris jamais que pour me contredire, se plaisait-il à répéter. Alors, faire le portrait de Louis Aragon, le projet ressemble à un défi, tant l'ampleur de l'œuvre, sa variété, sa durée exceptionnelle, sans compter les controverses liées à sa vie, dessine les contours d'un monument littéraire qui n'est guère comparable qu'à Victor Hugo, autre géant qui, comme lui, fut homme de lettres et homme politique. Le défi, c'est celui relevé par les biographes d'Aragon. C'est pourquoi nous avons choisi d'entrer dans le laboratoire d'une biographie en cours de rédaction pour tenter de démêler quelques fils de cet écheveau, pour voir ce que le recul du temps permet de révéler, ce que les documents soulèvent comme interrogations, doutes, bref, vérifier s'il y a un Aragon nouveau. Lire Louis Aragon, c'est souvent faire une étrange expérience. Éprouver le sentiment, alors qu'on le découvre, de relire quelque chose de déjà connu, comme si ces phrases, ces vers, étaient nimbés d'une mémoire plus ou moins précise, d'une réminiscence. Il faut dire que cette œuvre a établi avec l'histoire de son temps un lien si étroit qu'il nous est souvent difficile d'en dénouer les entrelacs, sans compter la chanson, qui a popularisé la poésie d'Aragon au point d'en faire parfois oublier l'auteur. Et puis, en voulant tout mettre en mots,
Mais en dissimulant en même temps qu'il révélait, dans ce savant aller-retour du voilé-dévoilé qu'il pratiquait avec brio, Aragon laisse ses lecteurs dubitatifs, perdus dans le labyrinthe des contradictions. Parce qu'elle émane de l'un des derniers grands écrivains dont la France fut si friande, parce qu'elle est doublée, filtrée par une biographie à bien des égards scandaleuse, l'œuvre d'Aragon a souvent été réduite à la simplification d'une légende. Lui-même, en vivant chaque événement dans la démesure du mythe, n'a pas aidé à simplifier son image et à éviter les malentendus. Une chose est sûre, son œuvre est traversée par la question de la trahison et de son revers, la fidélité. Alors quelle image conserver ? Celle du Aragon stalinien, tribun, graphomane, scandaleux ? Du Aragon amoureux, troubadour, résistant. La somme de bouquins et de docs que j'ai ici, j'ai à peu près la même chose de l'autre côté. D'accord. C'est absolument Donc désespérant. déjà, il y a une pièce Aragon là chez vous, et il y en a une autre ailleurs encore. Il y a une pièce Aragon, il y a aussi des rayonnages Aragon, vous allez voir dans un autre truc, parce qu'il y a quand même les 38 volumes des œuvres croisées, ça aussi c'est quand même... Non mais je vous jure, C'est une montagne quoi. il faut être assez fou. Bon, on vous suit. Alors, On y va, on y va. là, attendez, ça c'est mon bureau normal, qui est un peu, comme vous voyez, c'est assez encombré. Donc ici... Les annales de la Société des Amis. Alors Oui, ici, Aragon, ici là, tout en haut, c'est Aragon lui-même, si j'ose dire. Oui, dans D'accord. le premier, c'est dans le deuxième rayon, c'est Aragon lui, les œuvres. Et ici, c'est les deux là, c'est des livres où donc il y a les biographies de Pierre Daix. Et il y a Tout ce qui concerne Aragon et Elsa, parce qu'il y a aussi... tout ce qui concerne Aragon et Elsa, la correspondance librique Elsa Triolet. Amour, abandonnons aux ténèbres mentales leur carnaval imaginaire. Il me suffit du monde tel qu'il est sur les cartes postales. La gesticulation d'ombres monumentales commente le soleil de leur hypertrophie. Des passants affonés l'un l'autre s'y défient. Ô nuit en plein midi des éclipses totales, tristes comme les rois sur leurs photographies. Ouais. Donc là, c'est les entretiens avec certaines personnes qui sont encore vivantes, comme Pierre Daix, d'autres qui ne sont pas vivantes. Ça, c'est Jean Rista ouais. et je ne sais plus qui, là, j'arrive pas J'arrive à pas à voir. lire non Antoine Alim, ouais, c'est ça. D'accord. Ça, c'est François Nourricier, ça, c'est André Steele, qui est mort, heureusement que je y suis allée avant, et Francis Crémieux. Donc ça, ce sont les enregistrements que vous avez fait Ça, vous-même. travail, Voilà. c'est Vous êtes allé les voir. C'est du travail qui est solliciter. décrypté pour certains, pas pour tous. D'accord. Et de toute façon, qui ne sont pas là. Ce que je trouve pas, c'est la dernière version de la biographie de... C'est pas grave si ça tombe, je sais, il y en a partout. Et alors, justement, c'est une histoire tellement encore peu résolue entre un certain nombre de personnes qui ont partagé cet enthousiasme communiste et qui, évidemment, ont partagé aussi les déceptions, le retour sur eux-mêmes, que au début, par exemple, Francis Crémieux, dont je parlais tout à l'heure, qui est mort maintenant, ne voulait pas me voir parce que j'avais écrit dans Le Monde du bien de la biographie de Pierre Daix et qu'il en pensait le plus grand mal. Donc c'était difficile parce que chacun avait son Aragon. Alors il y avait aussi tout autour de la question, évidemment, de la fin de vie d'Aragon et de son homosexualité après la mort d'Elsa. Alors là, c'est aussi... Alors il y a tout, il y a des gens que ça dérange, c'est-à-dire oh là là, c'est pas propre, ça on veut pas, hein, non, on s'arrête avant. C'est Antoine Vitesse, qui le connaissait très bien, qui disait que la haine pour Aragon ne venait pas seulement de sa fidélité au parti, mais qu'elle venait du scandale permanent de sa conduite. C'est intéressant comme jugement. C'était en effet un amoureux du scandale. Et on retrouve ici le surréaliste Nathalie Piéguet. Des années 20. Scandale dans les distributions de tracts, dans les organisations de manifestations provocatrices. Scandale qui a pu représenter, on le disait aussi, cette fidélité au parti. Scandale aussi de sa conduite après la mort d'Elsa Triolet. Ce sont deux images... très contradictoire qu'on retrouve ici. Celle d'un Aragon scandaleux, théâtral, provocateur, c'est le dandy éternel qui, là encore, hérite du surréalisme. Et puis, au contraire, l'Aragon, je dirais, cadenassé, l'Aragon tenu serré par ses engagements politiques. Et ces deux images-là peuvent susciter... de façon parfois contradictoire, une passion, une haine, et font toutes les deux écran à la lecture.
Je vais te dire un grand secret. Le temps, c'est toi. Le temps est femme, il a besoin qu'on le courtise et qu'on s'asseye. À ses pieds, le temps comme une robe à défaire. Le temps comme une chevelure sans fin peignée. Un miroir que le souffle embue et désembue. Je crois qu'on peut affirmer, Olivier Barbaran, qu'il y a un mythe Aragon, un mythe qui repose sur plusieurs aspects et de l'œuvre et de la biographie, et souvent les deux à la fois. L'un des piliers de ce mythe, c'est le couple que Louis Aragon a formé avec Elsa Triolet, couple qui est censé incarner une sorte d'amour parfait. Ce mythe, il est très curieux lorsqu'on regarde l'œuvre, parce qu'il est à la fois le produit de l'œuvre par la célébration d'Elsa dans les textes poétiques, par le fait qu'Elsa connaît une sorte d'assomption progressive depuis les premiers textes à elle dédiés jusqu'à figurer sur les couvertures avec Elsa, le fou d'Elsa, avec les yeux d'Elsa dès la guerre, et elle entre en scène véritablement dans la poésie au moment de la guerre, ce qui serait à réfléchir. Mais en même temps, lorsqu'on regarde de près les textes, la célébration du couple n'a rien à voir avec ce qu'on lui a fait dire ou avec ce que les morceaux choisis de la chanson, par exemple, ou les personnages médiatiques qu'ont pu être Aragon et Elsa à partir des années 60, ont pu faire dire à cette notion de couple. En effet, Aragon n'a cessé de travailler sur le déchirement passionnel, l'impossible accès à l'autre, la difficulté de s'unir au corps de la femme et à ses rêves, la jalousie comme comportement fondamental et tragique en lui de la passion. Et l'on est très surpris alors de voir à quel point le couple glorieux, en majesté, absolument uni, qui a été façonné et construit autour de ce discours, ne répond pas du tout à ce que la poésie elle-même dit lorsqu'on veut bien la regarder. Et dès les yeux d'Elsa, ce qui est dit, c'est l'impossible accès à l'autre, c'est la difficulté d'être à deux, c'est la solitude au sein du couple, c'est le déchirement aussi, c'est enfin la célébration d'une femme comme refuge parfois ou position de repli lorsque l'histoire fait défaut. Quand je disais Elsa, il va sans dire qu'il s'agissait d'une personne liée à ma vie et que tout le monde connaît et pas de quelqu'un d'autre. Pourquoi aurais-je emprunté son nom pour parler d'autre chose? C'est même pour moi totalement inexplicable. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si je t'ai à mourir, tous les désespérés. On pourrait donc dire que ce mythe du couple a été fabriqué par Aragon, qui fait au fond d'Elsa une sorte de lore, la lore de Pétrarque, et qui l'inscrit dans un projet qui serait justement un projet poétique reposant sur ce mythe du couple. Tout à fait. C'est évident lorsque Elsa passe très précisément en 42 du statut de dédicataire du Crève-Cœur, où elle apparaît dans le dernier poème du Crève-Cœur avec le poème Elsa je t'aime, à l'Assomption de la couverture, puisque les yeux d'Elsa font enfin en 42 d'un volume poétique une glorification de l'aimé. Or, dans ce premier moment où Aragon écrit précisément Elsa qu'il faut apprendre à dire désormais, Aragon pose son propre chant dans la rivalité avec des grands modèles. La Laure, l'Elvire, et puis la Lily de Mayakovsky également, qui à mon avis pèse beaucoup dans la volonté de faire une célébration moderne, conduisent à une sorte de rivalité poétique, de tournoi poétique, dont Elsa est peut-être plus le prétexte que le véritable enjeu. Mais ce projet de Louis Aragon, bâtir au fond un amour poétique, c'est un projet total, c'est un projet extrêmement lourd. Il a à la fois sa cohérence, mais ses contraintes également. Il a particulièrement ses contraintes, au point que dans les grands amateurs de l'œuvre poétique, Elsa apparaît souvent, enfin le mythe d'Elsa apparaît souvent comme le point aveugle, difficile d'accès et parfois irritant aux yeux des meilleurs spécialistes et des plus fins lecteurs d'Aragon. En même temps, ce qu'il me paraît important de dire, c'est que ce projet total va, comme d'ordinaire chez Aragon, avoir différentes
tonalité suivant les époques et que, comme toujours, il passe son temps à tourner et retourner ou enfin à déplacer son objet compte tenu de ses volontés circonstancielles. Elsa peut très bien être la glorification de l'amour, de la femme et du féminin contre le machisme nazi, par exemple, dans les années de guerre. Elle peut devenir également une sorte de pari sur l'existence lorsque l'idéal politique est en péril. C'est le rôle qu'elle tient, je crois, dans les années 50. Et elle peut finalement devenir l'enjeu d'une déconstruction au moment même où Aragon repense son écriture dans les années 60 et 70. Autrement dit, c'est un mythe qui, loin de l'unilatéralisme qu'on lui attribue, a ses propres facettes et fonctionne comme toujours chez Aragon dans ce double mouvement de l'érection du monument et de la déconstruction intérieure de ce même monument. Il y a un entretien avec Elsa Triolet où Ouais. elle se met vraiment en colère et où elle dit que ça suffit qu'on lui serve cette histoire du couple mythique, suggérant au fond que c'est peut-être plus un couple de littérature dans la beauté mythique. Je dis pas du tout, il n'y avait pas d'amour, mais je crois que ça marche avec ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir comme c'est quelqu'un qui se sent vrai essentiellement quand il écrit. Je pense que tout ce qu'il écrit sur leur amour est à ses yeux encore plus vrai que tout ce qu'il pourrait vivre et raconter. Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur. Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit, tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure. Y a-t-il en contrepoint de cette messe, je crois que c'est le thème que vous avez employé tout à l'heure, de cette cathédrale dédiée à l'amour, à la femme et à Elsa, y a-t-il en contrepoint dans l'œuvre d'Elsa Triolet, puisque là on est tout de même en présence d'un couple d'écrivains, ce qui n'est pas si courant, dans son œuvre romanesque, quelque chose qui serait une sorte de tentative de réponse à cette cathédrale? Alors, comme on l'a souvent fait remarquer, ou comme Elsa Triolet l'a souvent fait remarquer, je n'écris pas de poèmes. Nous n'écrivons pas de romans à clé, nous n'écrivons pas de romans autobiographiques. C'est ainsi, ce n'est ni un bien ni un mal, c'est un fait. Je n'ai aucune raison, je ne sais même pas par quel bout je m'y prendrai pour brusquement introduire Louis dans mes romans. elle part de ce principe, et donc il va de soi que l'expression lyrique prend d'autres formes. Mais en même temps, elle a inauguré, je crois, initié et conduit Aragon d'ailleurs à pratiquer cela. Je pense qu'elle a été son guide dans cette affaire, une manière de repenser leur rapport et de jouer, elle qui se plaignait à ce point de cette monumentalisation, enfin qui disait que rien de leur couple n'apparaissait dans le discours poétique, au point, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, que lorsqu'Agnès Varda, qui a participé à la fois de la construction du mythe et en même temps sympathiquement d'une volonté d'essayer d'en rendre compte au mieux de cette vie, elle a exigé d'Agnès Varda, dans le documentaire qu'elle a consacré à Aragon et Elsa Triolet, un petit passage orchestré par elle vraiment, où Elsa Triolet vient frapper à la porte du bureau d'Aragon et où la voix d'Aragon lui répond « Tu me déranges, je suis en train d'écrire un poème à Elsa ». L'amour survit au revers de nos armes, linceul d'amour à minuit se découd. Les diamants naissent au fond des larmes, l'avril encore éclaire l'époque où s'étend sur nous cette ombre aux pieds d'argile. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré. Toi dans les bras on sut barrer sa route atroce à ma démence, et qui m'a montré la contrée que la bonté seule ensemence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Suffit-il donc que tu paraisses? Est-ce que l'on peut voir Olivier Barbaran à travers la présence, pratiquement l'omniprésence du nom d'Elsa dans la poésie de Louis Aragon, également un désir de tout dire, de tout écrire sur l'amour et sur le féminin, et donc nécessairement une sorte d'avidité chez Louis Aragon insatisfaite?
avidité insatisfaite, c'est au cœur de l'écriture d'Aragon, et je crois qu'il n'y aurait pas une telle animation, un tel mouvementé, un tel déchirement aussi de l'écriture s'il n'y avait pas en son centre, au milieu de tant de réussite, le sentiment d'une insatisfaction fondamentale. En même temps, l'idée de tout dire me paraît assez peu aragonienne. Et il me semble que sur ce couple si arpenté, compte tenu du fait justement que la vie de couple est toujours exploitée en fonction aussi d'enjeux esthétiques ou idéologiques de la part d'Aragon, nous ne savons pas grand-chose, et que le meilleur guide dans la vie du couple ou dans l'analyse de la passion, c'est peut-être davantage Elsa Triolet, et une superbe lettre notamment d'Elsa Triolet, à laquelle Aragon fait référence, mais dans cette manière voilée, dévoilée qui est la sienne, dans Blanche ou l'oubli, en rappelant combien elle lui dit qu'ils sont passés l'un à côté de l'autre. C'est une lettre d'une grande brutalité. Il n'est pas facile de te parler. Tu sembles oublier que nous vivons l'épilogue de notre vie, qu'ensuite il n'y aura plus rien à dire, et que l'index lui-même d'autres le liront. Pas nous. Je te reproche de vivre depuis 35 ans comme si tu avais à courir pour éteindre un feu. Dans ta course, il ne faut surtout pas te déranger, ni te devancer, ni t'emboîter le pas, ni te suivre, quel que soit l'ouvrage. Aussi bien couper les branches sèches. Il ne faut surtout pas s'aviser de faire quoi que ce soit avec toi. Ensemble. Cette dernière entreprise est bien ce que j'ai vécu de plus affreusement triste. Le plaisir normal de faire quelque chose ensemble, tu ne le connais pas. Un mot anodin à ce sujet, et tu te mets à m'expliquer la montagne de choses que tu as à faire. En somme, rien de changé depuis l'exposition anticoloniale. Pourtant, il serait peut-être aussi urgent de parfois nous rencontrer. Il nous reste extrêmement peu de temps, et tu le sais, mieux que quiconque. Mon Dieu, ce que la sérénité me manque. Finalement, ce sentiment d'être avec une énigme et d'être avec quelqu'un qui échappe en permanence, Aragon en dit la souffrance et Elsa la vivait d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'était pour un Aragon dont Jean Rista a été le premier à dire clairement, contre le mythe d'ailleurs, qu'il était bisexuel, que cette vie maritale, qu'est-ce que c'était que ces tentations à côté de l'existence d'Elsa, cela affleure, mais cela ne fait jamais qu'affleurer dans une sorte de jeu qu'Aragon a toujours mené et qu'il a appelé le mentir vrai. Et donc le texte poétique n'a jamais pris en charge cette ambiguïté sexuelle. Du point de vue du sémantisme le plus manifeste, non. Du point de vue de la cadence, je crois que oui. Il me semble toujours qu'il faut entendre ce que, dans les plus grandes célébrations de l'amour, passe de déchirant. Et je crois que notre émotion est très curieuse vis-à-vis de ces textes. On peut être souvent irrité devant une mise en scène un peu monumentale, devant parfois même un délire, et un délire assumé de la part d'Aragon. Enfin, il a aussi écrit une messe d'Elsa tout de même, enfin une sacralisation où il faut se mettre à genoux devant Elsa, et où Aragon a pris plaisir, un plaisir de provocation bien entendu, à aller jusqu'au bout de ce qu'on lui reprochait d'excès, d'exagération, de démesure dans le mythe. Quelle valse inconnue, entraînante et magique m'emporte malgré moi comme une folle idée. Je sens fuir sous mes pieds cette époque tragique. Elsa, quelle est cette musique? Ce n'est plus moi qui parle et mes pas sont guidés. Tes cheveux en sont l'or et mes vers s'en émurent. Valsons là, comme on saute un mur. Ton nom s'y murmure. Elsa valse et valsera. Mais en même temps, Olivier Barbaran, ce mythe d'Elsa assure une unité de l'œuvre. Si on fait le petit exercice tout simple qui consiste à ouvrir les 2 volumes de la poésie que vous avez rassemblés, on voit que le nom d'Elsa apparaît partout. Titre de recueil de poésie, poème lui-même, dédicace, enfin on peut en donner quelques exemples, Les yeux d'Elsa, Le fou d'Elsa, Elsa je t'aime, Le cantique à Elsa, un poème qui s'intitule tout simplement Elsa, sans parler de l'anthologie. Elsa Triolet choisie par Aragon. Bref, c'est un fil qui court tout au long de l'œuvre. Oui,
qui devient d'ailleurs l'autre nom de l'écriture poétique d'une certaine façon. Ce n'est pas un hasard si dans Les yeux d'Elsa, toujours ce volume un peu fondateur du mythe, Elsa apparaît à travers un poème intitulé Elsa Valse et qui fait jouer les lettres d'Elsa et les sonorités même d'Elsa dans une sorte de paronymie avec la valse et avec la cadence même du poème. Elsa est aussi finalement ce qui conduit à l'écriture et la sorte de nom de l'indicible que serait l'inspiration. Elle occupe la figure à la fois de la femme aimée et de la muse, non pas en tant qu'elle viendrait donner des thèmes, encore qu'il lui attribue aussi cette fonction, mais une sorte de remodernisation de la muse. C'est que la vie d'un homme, enfin, on aime autant qu'elle soit prise comme un tout. Peut-être aussi ai-je plus souffert dans mon existence de la façon qu'ont eu mes contemporains d'opposer telle part de ma vie à telle autre. Non pas que j'ai beaucoup varié dans ma vie, mais enfin, je ne pense pas à 60 ans ce que je pensais à 10, ni même ce que je pensais à 28. Et pour cette raison, tout le long de ma vie, on m'a opposé des textes que j'ai signés dans ma jeunesse. Textes que je ne désavoue pas, ils étaient l'expression, je crois honnête, du développement de ma pensée. Le mythe du Aragon politique, qui constitue l'une des facettes importantes des projections diverses qui ont été faites sur l'homme et sur son œuvre, est un mythe extrêmement riche, Nathalie Piéguet. Et pour le décrypter, la première question est au fond de savoir de quelle date il faut partir. Est-ce de son adhésion au Parti communiste en 1927, ou bien faut-il plutôt remonter jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire jusqu'en 1914 ? Sans doute, il faut en effet remonter à la Première Guerre mondiale, qui, Aragon n'a cessé de le dire, tout au long de son œuvre et tout au long de sa vie, a été pour lui, comme pour tous les hommes de sa génération, Breton, Desnos, a été pour lui un traumatisme, mais aussi une prise de conscience que son rapport au monde ne pouvait être d'une certaine façon qu'ancré dans l'histoire et politique. Sans doute qu'avant le mythe de l'écrivain communiste, il y a ce mythe du soldat de la Grande Guerre, qui deviendra un surréaliste extrêmement sensible à la dimension réelle. C'est sans doute ce qui l'oppose ou ce qui le différencie de Breton. Et si on regarde, Nathalie Piéguet, l'histoire du surréalisme, justement, à travers le prisme des guerres, on s'aperçoit qu'il y a une autre guerre qui est importante, c'est la guerre du Maroc, donc une guerre coloniale. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que les surréalistes vont se rapprocher de la revue Clarté. Donc là, on commence à voir arriver le communisme, justement. Oui, cette guerre est très très importante pour cette génération et elle va en effet conduire les surréalistes à s'engager de façon très précise, très virulente aussi, contre donc cette guerre en effet coloniale. C'est aussi le rapprochement, comme vous le dites, avec Clarté qui va mener les uns sur le chemin d'une adhésion au Parti communiste français. Mais quoi qu'il en soit, dès 1924, donc date du premier manifeste de Breton, il y a une espèce d'adéquation qui est affirmée que le surréalisme, c'est la révolution. Donc 25, c'est d'une certaine façon la concrétisation de ce mouvement révolutionnaire qui est consubstantiel à la définition du surréalisme dans les années 20. La guerre comme moyen de transformer la vie, nous n'avons pas besoin d'aller ni en Israël, ni à Grenade pour en souffrir. Nous avons vu cela en France. Je suis tout de même un homme de cette génération qui a vu les deux grandes guerres mondiales et qui a réagi devant d'autres guerres, parmi lesquelles il y avait précisément des guerres contre les Arabes. La guerre du Maroc, qui m'avait spécialement indigné, parce que moi, après tout, ancien combattant, que je le veuille ou non, de la guerre de 14-18, j'avais toujours entendu dire que cette guerre serait la dernière des dernières. Et il n'a pas fallu 8 ans pour que mon pays prenne les armes
contre un peuple dans un pays éloigné, au Maroc. Et ma réaction contre la guerre du Rif a été de l'ordre des choses qui ont changé ma vie. Alors 1927, c'est donc l'année d'adhésion d'Aragon et d'autres surréalistes au Parti communiste français. C'est peut-être intéressant de dire ce qu'était ce parti à l'époque, parce qu'on a tendance à en garder, nous, une vision qui est plutôt celle des années du Front populaire. En fait, en 27, c'était complètement autre chose. Alors c'est un parti extrêmement jeune et qui est encore très très marqué par la révolution de 1917, bien sûr. C'est un parti également qui suscite peut-être encore plus que ça ne sera le cas, en tout cas différemment de ce qui sera ensuite développé dans les années 30, une immense peur. Il y a donc une dimension de révolte, une dimension de provocation aussi dans cette adhésion, et elle est sans doute en continuité avec le sentiment d'appartenir à une génération surréaliste, à un mouvement surréaliste. Ils sont nombreux à adhérer en 1927. Il n'y a pas seulement Aragon, il y a Breton, il y a Éluard. Il y a ce passage du surréalisme au communisme qui a l'air presque naturel pour eux. Comme si passer du surréalisme au communisme, c'était une sorte de... Pour lui peut-être, enfin pas pour Breton en tout cas. Oui, mais pour Aragon, oui. Pas pour Breton. Cette histoire d'adhésion est très compliquée parce qu'elle a évidemment, là aussi, quand vous parliez des mythes, des fantasmes, des rumeurs, il en court de terribles et certains de ses anciens amis, dans leur mémoire, on dit au fond, il ne s'intéressait pas tellement du tout. Et cette Elsa Triolet, quand il l'a rencontrée pour la première fois, elle ne lui plaisait pas, il l'a trouvée moche, c'est elle qui lui a mis le grappin dessus. Et en fait, certains disent donc, les Russes, les Soviétiques à l'époque avaient besoin de relais intellectuels en France, donc ils auraient envoyé des petits porte-avions séducteurs comme Elsa Triolet pour séduire quelques intellectuels français. Et ça, j'ai pas réussi à démêler toutes ces rumeurs, parce que j'ai vu, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de Antonin Lim, qui a longtemps dirigé la revue Lettres internationales, et qui est un homme des pays de l'Est, et qui me disait, mais vous savez, c'est terrible, parce que ces rumeurs sur qui appartient ou pas au KGB, elles ont toujours couru, mais ça ne veut pas dire en effet qu'elles sont toujours fausses, mais elles ont toujours couru sur tout le monde, donc c'est assez complexe. Mais c'est curieux parce que cette légende selon laquelle Elsa Triolet aurait encouragé ou incité Aragon à aller vers le Parti communiste, en fait, si on regarde les dates, ça ne marche pas, parce qu'il est déjà au Parti communiste quand il la rencontre. Et elle n'a jamais adhéré, on sait ça. Hein. Quand même, si on regarde là aussi dans la chronologie, tous ses amis surréalistes, à la fin des années 30, ils ont tous quitté le Parti communiste. Oui, c'est ça. Lui, il est le seul à rester. Et alors justement, dans le travail que vous avez en cours, Josiane Savigno, les éléments qui permettent d'expliquer, de comprendre cette adhésion, cette défense du Parti communiste à tout craint chez Aragon, vous avez retrouvé des éléments qui permettent de l'expliquer. C'est là-dessus que je bute, justement. c'est là-dessus que et je pense que c'est là-dessus que tout le monde a buté, parce que justement, j'en parlais l'autre jour avec Dex, et encore une fois, et je lui disais, au fond, vous avez fait une biographie d'accompagnement, mais quand on est extérieur, qu'on n'a jamais partagé cet enthousiasme communiste que vous avez eu, en plus, issu de la guerre, il s'est passé des tas d'autres choses, vous avez pu voir les choses différemment. Quand on a une biographie totalement différente de la vôtre, on voit les choses de l'extérieur. Et tout d'un coup, on découvre cet homme et on se dit, il avait compris, dès les années 50, il avait compris. Pourquoi se tait-il ? Il avale toutes les couleuvres. Son parti communiste est comme une sorte d'employeur auquel il se soumet. Et puis on se dit, mais quand même, un type aussi génial, ça doit être plus compliqué que ça. Et alors là, on commence à entrer dans c'est tellement compliqué qu'on arrête. Donc j'ai décidé de ne pas m'arrêter à c'est tellement compliqué qu'on arrête, mais c'est vraiment compliqué en effet. Si on regarde à travers le temps peut-être ces différentes étapes, il y a probablement une date importante à mentionner qui est le premier voyage de Aragon avec Elsa à Moscou.
C'est d'ailleurs dans des circonstances assez difficiles et délicates, parce que c'est à la mort de Maïakovski, qui est donc le beau-frère d'Elsa Triolet. Alors, ils se rendent en effet à Moscou en 1930, donc il y a ces circonstances familiales, mais il y a aussi le congrès de Kharkov qui se passe à ce moment-là, auquel Aragon est mandaté de participer donc par le Parti communiste, et cette participation d'Aragon avec Georges Sadoul au congrès de Kharkov va signer la séparation définitive entre les surréalistes et bretons, donc d'une part, et puis Aragon d'autre part. Ce premier contact avec l'Union soviétique en 1930 a sans doute profondément marqué Aragon au point qu'il oriente son écriture sur la voie du réalisme. Aragon commence à écrire dans le journal L'Humanité. Il commence aussi à écrire des articles tout à fait militants dans un sens, donc dans le sens d'une esthétique réaliste, par exemple le retour à la réalité, ou bien plus tard en 1935 pour un réalisme socialiste, qui sont à la fois des articles qui définissent une ligne politique et une ligne esthétique. Un jour de plus, dans de petites maisons de terre noire, un jour de plus à l'ombre de l'église ou de la mosquée, un jour de plus à coudre au jour défunt comme les pièces de monnaie au gilet des femmes d'ici, si belles, immobiles et parées. Citoyenne, a demandé l'agitateur, connais-tu les traits de Lénine ? Elle a secoué la tête et montré ces pièces d'argent qui retiennent un peu de lumière au fond des petites maisons de terre noire. L'agitateur, un camarade des jeunesses, au crépuscule du village, raconte d'un seul trait la légende moderne. Marx, Octobre et Lénine, la prise du palais d'hiver, les commissaires de Bakou, Koltchak et sa sœur la famine. Et tout à coup, il dit ce que c'est que la fonte, il dit ce que c'est que le monde, il dit ce que cela sera. Magnitogorsk, Magnitogorsk, entendez-vous Magnitogorsk ? À ses pieds, les petits enfants nus se traînent dans la terre noire. Un jour de plus, dans les petites maisons de terre noire, un jour de plus. Il y a un texte qui est assez connu, je crois, qui date de cette période-là, 1932. C'est un poème qui s'appelle Front rouge. On connaît, je crois, assez bien le début du poème, plier les réverbères comme des fétus de paille, faites valser les kiosques, etc., etc. Et c'est un poème qui avait suscité d'ailleurs des réactions assez vives. C'est un poème violent, c'est un poème militant, c'est un poème en effet d'une parole qui est à la fois oratoire et destructrice à certains égards. Alors réaction extrêmement vive de Breton, puisque Breton en particulier a toujours considéré que la poésie devait s'émanciper de toute tutelle politique. Et ça donnera lieu dans l'œuvre de Breton à l'écriture une forme de pamphlet, de libelle, misère de la poésie. Et c'est un poème qui est resté l'emblème d'une forme de dérive de l'écriture aragonienne. Pliez les réverbères comme des fétus de paille. Faites valser les kiosques, les bancs, les fontaines Wallace. Descendez les flics, camarades, descendez les flics. Plus loin vers l'ouest, où dorment les enfants riches et les putains de première classe. Dépasse la Madeleine, prolétariat, que ta fureur balaye l'Élysée. Tu as bien droit au bois de Boulogne en semaine. Un jour tu feras sauter l'Arc de Triomphe. Prolétariat, connais ta force et déchaîne-la. Alors, on essaye de retrouver des choses dans les documents. Puisque je vais vous présenter les résultats des travaux de la commission de résolution, je vais en abuser pour vous dire quelques mots à titre individuel, en dehors de tous travaux, puisque je n'ai pas pris la parole au cours du premier comité central entièrement consacré aux questions idéologiques que nous ayons eues depuis que je suis membre du parti, c'est-à-dire depuis 1927. En fait, ça peut paraître anormal, mais c'est de
mais c'est de quoi je vais tout de même devant vous très naturellement m'expliquer. J'avais, antérieurement à notre réunion, été désigné comme l'un des membres de la commission de rédaction de la résolution. J'avais donc mis en place des problèmes qui se présentaient au moment où notre comité central se réunissait. C'est incroyable, parce que quand on écoute ce genre de texte, on se dit qu'au sein du parti, il est intervenu sur tout. C'est-à-dire il était là, c'est une intervention publique qu'il a faite, mais il a écrit sur tout ce qui... des micro-détails, en fait, à l'intérieur, la vie du Parti communiste, rien ne lui échappait. D'après André Stille, les séances du comité central le barbaient, quand même. Et donc, André Stille, qui était assis à côté de lui, toujours aux séances du comité central, me dit... en fait, il avait un petit bout de papier, puis il écrivait des vers. Je voyais, il marchait comme ça, ça. Puis de temps en temps, il relevait la tête, il faisait une intervention. Oui, mais enfin, on voit que ça c'est préparé. Oui, ça, c'était au congrès, donc c'était préparé, oui. Bon, d'un point de vue littéraire, bien sûr, ça n'a aucun intérêt, mais on voit que il est amené à se préoccuper de milliers de choses. Et donc les nécrologies des dignitaires communistes qui pouvaient mourir quand il était directeur de Ce Soir, alors c'est quelque chose. C'est-à-dire que vous imaginez, c'est les journaux grand format de l'époque, et il remplit 2 pages tranquillement en une nuit, hein, sans se fatiguer. Ah, donc chaque fois qu'un dignitaire meurt, hop, il y va. Oui. Et les témoins de ces séances au parti communiste, les témoins des nombreux voyages qu'il a fait en URSS, aujourd'hui, ils se comportent comment ? Quand on les interroge, quand on essaye justement de comprendre cet attachement, cette fidélité un peu curieuse. Il y a beaucoup qui ne parlent pas, à part Pierre Dax, qui est vraiment absolument toujours disposé à me répondre, à m'aider, à m'aiguiller. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de parler de ça. Et tout ça, ça n'aide pas beaucoup donc à renouveler le regard sur cette facette un peu, disons, troublante du personnage et de l'écrivain, puisque ça entache quand même en bonne part la lecture des œuvres. J'arrive pas à savoir si ça entache la lecture des œuvres. Mais en tout cas, d'un point de vue biographique, il va bien falloir que je m'affronte à ça et que je prenne un point de vue sur pourquoi il a fait ça. En plus, moi, j'ai été traumatisée, j'allais dire, par certains Aragoniens, parce qu'un jour, je discutais avec un d'eux et il me montre un discours, en effet, un peu comme celui qu'on vient de voir, mais d'une autre époque. Et il me montre une phrase. Et il me dit, tu as vu cette phrase ? Je dis, ben oui. Et il me dit, ça fait 1 an que je réfléchis sur cette phrase et je suis pas sûre d'avoir totalement compris. Et là, je crois que j'ai eu envie de me jeter dans la Seine. Je me suis dit, non, mais là, je ne ferai jamais ce livre. Parce qu'il y a toujours un type qui va me téléphoner en disant, mais dites-moi, à la page 22, en bas, vous citez telle phrase, mais vous n'avez pas vu que c'est la phrase suivante qui est extrêmement importante. Ce parti m'a toujours étonné par la capacité qu'il a de muer, de changer, de se corriger lui-même. Et les 46 années que j'y ai passées m'ont permis d'y voir comme nulle part ailleurs, dans aucun autre parti français, se développer le respect de la science, de l'art, de la littérature, c'est-à-dire le respect croissant du travail intellectuel. De cela, plus que de n'importe quoi d'autre, j'aurais été pour l'essentiel de ma vie le témoin. Et ce soir, il fallait, ici, que j'en rende public mon témoignage. L'une des facettes de Aragon, Nathalie Piéguet, les plus valorisées, bien évidemment, c'est celle du Aragon résistant, valorisée et en plus très populaire, notamment grâce au fait que beaucoup de ces poèmes de résistance, justement, ont été mis en musique. Certains poèmes, comme Il n'y a pas d'amour heureux, La rose et le réséda, Les yeux d'Elsa, font certainement partie des plus connus. Et certaines chansons, par exemple Il n'y a pas d'amour heureux, chantée par Brassens, sont même si connues qu'on oublie parfois que le texte est d'Aragon, la chanson ayant d'une certaine façon pris le pas sur le poème. Cette poésie-là est une poésie populaire aussi, je crois, parce que c'est une poésie qui mise sur une longue tradition française, et en même temps sur une forme de simplicité.
Elle est donc facile à mémoriser, elle est extraordinairement musicale, et pour toute cette raison, elle s'est inscrite avec une espèce d'évidence dans la sensibilité et dans la mémoire française. Ceci dit, ça n'est pas forcément, paradoxalement, ces chansons ou ces poèmes qui sont les plus politiques. Même s'ils ont été écrits sous le coup d'une urgence politique tout à fait évidente, on les lit parfois et on les entend parfois comme des poèmes, non pas arrachés complètement à leurs circonstances, mais comme des poèmes qui dépassent très largement le simple contexte de la guerre de 39-45, de l'opposition au nazisme. Donc la résistance est un moment sans conteste positif de cette figure d'Aragon politique. On reconnaît son courage, sa lucidité, la capacité qu'il a eue à fédérer et à mobiliser et à fédérer des énergies qui étaient divergentes, et puis aussi à passer justement par-dessus certaines réserves du Parti communiste, une certaine forme de sectarisme du Parti communiste. C'est ce que signifie un poème comme La Rose et le Réséda, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Donc tout cela fait partie du mythe positif d'Aragon politique, mais je crois qu'au fil du temps, on oublie peut-être la circonstance historique. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira par 2 fois, et l'un chancelle, l'autre tombe. Qui mourra? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas, et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, il coule, et se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. On a plutôt le sentiment, Nathalie Piéguet, que le Aragon politique, le mythe du Aragon politique, s'est plutôt construit à ses dépens et qu'il en a plutôt été victime. Il n'a pas choisi finalement cette élaboration un peu légendaire qui est venue se poser un peu comme un filtre sur l'œuvre. Sauf peut-être... Non, il ne l'a pas choisi, certainement. Il ne l'a pas choisi, mais elle est profondément ambivalente parce que, on parlait de la poésie de la résistance, il est évident que la fortune extraordinaire de ces poèmes était pour le coup portée par son statut de grand résistant. Et puis... tout ce qu'Aragon a pu promouvoir, défendre en matière d'art, de littérature, de poésie, de traduction également des œuvres étrangères, a également participé de cette aura qui était la sienne après la Seconde Guerre mondiale. Donc, quelque chose du mythe a été, je ne vais pas dire utilisé, mais a été un atout considérable pour la diffusion de son œuvre et pour la diffusion qu'il voulait faire des œuvres qui lui étaient chères, y compris de celles de jeunes poètes ou de jeunes écrivains. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles.
qui cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins. Il y a également un autre aspect intéressant des textes dont nous avons parlé. De même qu'Aragon a écrit un volume à mes yeux méconnu et qui est peut-être un des sommets de la poésie du XXe siècle, qui est Les Adieux. C'est son dernier recueil publié par les Soins de Jean Ristin en 81 et qui est un tout autre Aragon que l'Aragon de la chanson et qui est une très belle poésie par ailleurs. Les adieux avec Elsa Triolet n'ont pas cessé de palpiter, d'affleurer dans le discours et dans le chant d'Aragon. Et l'un des plus beaux volumes dont je souhaiterais vivement recommander la lecture aux plus allergiques des lecteurs d'Aragon s'intitule Les Chambres. C'est un texte poétique où, via l'espace des chambres et des chambres de la vie, se dit la maladie d'Elsa, la peur de la mort, la vieillesse du couple et la déchirure qu'est d'aimer et qu'est de savoir la souffrance ou la disparition de ce qu'on a aimé. Et ce chant qui n'a plus rien à voir avec les chants précédents est peut-être celui où la violence tragique du sentiment, loin du nous deux heureux, loin du... qui redit le « il n'y a pas d'amour heureux » mais sous une forme désastré, déchiqueté dans le langage, lui qui savait si bien coudre les mots, atteint peut-être une intensité absolument inégalée. J'en donnerai un dernier exemple, c'est ceci. Vivre après tout, je sais enfin ce que ce fut, mon amour, et ce que c'est bien qu'on évite de le croire et qu'on refuse de le croire et que l'on meurt sans y croire. Mais qu'est-ce tout à coup ce galop dans ma tête, ce charroi malgré moi de vers alexandrins, ces sabots qui me piétinent la pensée, ces fers martelant mes tempes, c'est le temps qui passe, le temps qui ne supporte plus de ne pas passer le temps à la fin des fins qui passent. Vivre, après tout j'allais le dire, mais le temps m'en reste-t-il? Ai-je encore le papier nécessaire à le dire, le temps de papier, les minutes des mots? Vivre après tout n'aura jamais été qu'une interminable erreur judiciaire. M'entends-tu? M'entends-tu, mais peut-être que je suis déjà muet, que les mots en moi déjà meurent. M'entends-tu? Il est exactement, dit la voix sans visage. Du couple mythique Elsa Triolet et Louis Aragon, Josiane Savigno, il y a eu une période difficile qui a été l'après-Elsa. Ces 12 années, entre 1970 et 1982, pendant lesquelles, Elsa n'étant plus là, les rumeurs les plus folles se déchaînent. Et il y a Jean Ristin, par exemple, qui était un très proche, dit, après la mort d'Elsa, une anthologie des infamies contre Louis serait une chose assez unique dans l'histoire de la littérature. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens, je pense, se sont libérés de la détestation qu'ils avaient pour lui, et même parfois des gens sans doute à l'intérieur du Parti communiste qui ne pensaient pas que ce grand écrivain était forcément aussi politiquement correct, on dirait maintenant, qu'il aurait dû l'être. Et je crois que c'est vrai que ça a été assez terrible, quoi, où, comme il sortait beaucoup le soir, on essayait de trouver des photos de lui. Alors, moi je trouve ça... J'allais dire, j'ai plutôt, moi, une vision assez positive de tout ça. C'est-à-dire, et je me dis que ces gens qui ont voulu vivre jusqu'au bout, ils ont comme une espèce de manière de reprendre leur jeunesse à leur cou dans leur vieillesse, c'est-à-dire de retomber, on peut dire, si on le voit négativement, de retomber dans un certain type de vie errante et nomade et un peu dissolue qui a été celle de leur jeunesse. Alors on peut le voir en effet comme une forme à la fois ou bien de sénilité, ou bien retomber dans des ornières de jeunesse, mais on peut le voir aussi comme un geste de vie ultime. Et il y a ce livre extraordinaire qui s'appelle Théâtre-roman, où il est vraiment déjà un vieux monsieur, et où il fait un livre de jeune, un livre dynamique, un livre en même temps, un livre aussi peut-être de jeune dans la facture, mais pas de jeune dans la tristesse qui s'en dégage, dans l'idée... Mais il y a souvent cette idée à la fois d'un côté j'abats mon jeu, est-ce qu'il l'a vraiment abattu? Jamais. Et d'un autre côté je ne suis pas celui que vous croyez.
Il y a ça, je ne suis pas celui que vous croyez et je vais vous décevoir. C'est ça, il y a quand même autour de ces pivots-là quelque chose qu'il faut que je dénoue. Oui, imprévisible, ça imprévisible et scandaleux quand même. Est-ce qu'il a cherché le scandale? C'est ça que j'arrive pas à savoir. Il y a cette idée aussi, alors ça encore, c'est quelque chose qu'il faut, en effet, pas dénouer, mais démasquer. C'est tout d'un coup l'idée de parler derrière un masque. Alors, ça peut être beaucoup de choses, parce que ça peut être un homme qui était très fier de sa beauté, qui ne supporte pas de montrer à l'image un vieil homme. Et ça peut être aussi l'idée que peut-être derrière ce masque, je suis plus vrai que le visage que je vous montre et que vous connaissez, que vous avez critiqué, que vous avez mis à distance parfois. Et c'est étrange, cet usage du masque. Très étrange. Mais ça a quelque chose à voir avec le rapport d'Aragon au réel, ce fameux mentir vrai, qui était quand même la définition de son art d'écriture, donc qui en dit très long sur ce rapport pour le moins complexe. Et puis, alors, moi, j'aime bien y voir des choses qui relaient son œuvre, parce que, en fait, dans Aurélien, qui est un livre que j'aime beaucoup, il y a le fameux masque de l'inconnu de la scène. Donc, il y a une histoire de masque très souvent, et dans son œuvre poétique, il y a souvent des allusions, justement, au masqué, quand Aragon dit la biographie, c'est la vérité d'un mensonge, je crois que vraiment, alors, on peut lui appliquer... Mais la question, moi, que j'ai toujours pensé à propos de la biographie qui peut se retourner, c'est peut-être la vérité d'un mensonge, et on ne connaît jamais la vérité d'une vie, mais il faudrait veiller à ce que ce ne soit pas le mensonge d'une vérité, parce que alors là, on est encore plus embourbé dans le néant. Donc j'espère en sortir, on pourra faire le point quand j'en serai sortie. Oui, je vous le souhaite. Vous avez une idée de la façon dont vous allez intituler votre biographie? Je ne sais pas, parce que pendant un temps, je pensais Aragon, l'impossible biographie, mais je pense qu'il faut trouver autre chose. Mais ce serait pas mal, je me proposerais de publier un livre blanc, avec une très belle photo d'Aragon, et avec un titre Aragon, l'impossible biographie. On ouvre et il n'y a rien. Il y a rien. Oh, ça serait formidable. Et je trouve que ce serait un beau geste surréaliste en plus. Ce serait. Ouais. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne. Une vie neuve, Louis Aragon, avec Olivier Barbaran, professeur en Cagne au lycée La Canale, responsable de l'édition en 2 volumes de la poésie d'Aragon dans la collection La Pléiade, chez Gallimard. Nathalie Piéguet, enseignante à l'université Paris 7, auteure notamment de Aragon et la chanson aux éditions Textuelles. Josiane Savigno, journaliste au Monde, auteure notamment de Marguerite Yourcenar, L'invention d'une vie aux éditions Gallimard, et en cours de rédaction d'une biographie de Louis Aragon, à paraître aux éditions Gallimard, et avec les voix de Louis Aragon et d'Elsa Triolet. Texte lu par Sophie Bourrel, archivina Martine Auger, prise de son Georges Thau, Andréas Jaffray, Pascal Baudin, mixage Marie-Thérèse Ferrand, réalisation Dominique Costa, une émission de Catherine Pont-Imbert.